Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que les points sur l'Ukraine vont changer, ils vont être beaucoup plus courts. Alors pourquoi vous allez me dire? Eh bien parce que j'ai de plus en plus de remontées d'auditeurs qui me disent que mes vidéos sont certes entre guillemets super intéressantes, informatives, passionnantes, d'accord, mais beaucoup trop longues. Alors je vais les écouter pour une fois parce que c'est pas la première fois qu'on me dit cela, ça fait des années qu'on me le dit, mais j'ai toujours persisté dans mes vidéos longues. Alors là, je vais les faire beaucoup plus courtes, en deux parties, mais il y aura une particularité quand même. C'est-à-dire que la partie 1 du point sur l'Ukraine restera complète. Il y aura information générale, conclusion et carte militaire. Comme d'habitude, ce sera juste plus court. Mais il y aura une deuxième partie où il n'y aura que les informations générales, mais avec une petite conclusion, malgré tout. Donc voilà, c'est un nouveau concept. On verra si cela fonctionne ou non. C'est un test. Alors je ne vais pas donner de temps spécifique, hein, ça restera comme ça à vue de nez, environ 1 heure pour la première partie, peut-être environ une demi-heure pour la deuxième partie. Encore une fois, rien n'est fixé vraiment, mais le concept est là. Donc en gros, les points sur l'Ukraine seront en deux parties et je le répète à nouveau, la première partie restera complète. Information générale, conclusion, carte militaire, malgré tout. Voilà, je tenais à vous prévenir afin que vous ne soyez pas surpris pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Bonjour à vous, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Petite information pour ceux qui me suivent, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit que PayPal avait bloqué mon compte parce qu'il n'était pas sûr de mon identité. Ils ont mis 5 jours à revoir mon compte et ils ont finalement décidé que mon identité était correcte, que je suis bien moi. Donc ils m'ont débloqué mon compte, je peux à nouveau recevoir des dons PayPal. Bref, mais PayPal, c'est à utiliser quand vraiment vous n'avez pas le choix si vous voulez me faire un don. Ma préférence va largement à Buy Me a Coffee. Voilà, et pour partager mes vidéos, n'oubliez pas, il ne faut pas donner le nom d'une vidéo, il faut donner le nom de ma chaîne. Parce que d'après plusieurs retours que l'on m'a fait, même si vous tapez le nom exact de ma vidéo, vous ne retrouverez pas ma vidéo. Donc dans la barre de recherche YouTube, parce que c'est toujours sur YouTube que ça se passe, évidemment, je parle de mes problèmes, il faut taper réinformation sur le monde. Là, vous voyez ma chaîne et mes vidéos. Donc quand vous partagez, il faut partager le nom de ma chaîne et non pas le nom de la vidéo. Voilà, j'arrête là. Donc là, cette vidéo, c'est le point sur l'Ukraine du 1er juin 2024 avec comme titre principal, c'est toujours l'Occident qui panique et l'Occident fait des agissements de plus en plus irresponsables et qui pourraient éventuellement nous mener vers une guerre. Et cette guerre, au final, est-elle voulue? Alors pourquoi je mets ça dans le titre? Tout simplement parce que les agissements de l'Occident sont tellement irresponsables et tellement stupides qu'on peut se poser la question sur le fait que cela soit fait exprès au final et non pas simplement dû à la stupidité et l'incompétence. Parce qu'au bout d'un certain point, là on se dit non, là c'est fait exprès, c'est pas possible. Ils ont quand même un certain QI, ils ont quand même deux, trois connaissances malgré tout. Donc les décisions qu'ils prennent sont tellement à contresens de ce qu'il faut faire qu'à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce fait exprès, oui ou non? Bref, nous allons voir tout cela. Donc beaucoup de choses se sont passées. Donc les décisions irresponsables, je le répète, cela nous mène tout droit vers la guerre. Mais en plus, évidemment, il y a toujours
Bah, les problèmes de fond pour l'Ukraine, manque de munitions, manque d'hommes, toujours de pire en pire. Là, en plus, les Ukrainiens viennent de déclarer qu'ils ne peuvent plus utiliser leurs chars Abrams. Alors, c'est certains commandants ukrainiens qui disent cela parce qu'ils tombent tout le temps en panne. Et oui, mais ça, je vous l'avais déjà dit, hein, maintes et maintes fois, je vous avais dit tous les problèmes que causaient les chars Abrams, dont, par exemple, il fallait changer les filtres à air 2 fois par jour en cas d'une utilisation journalière. C'est un exemple, hein, mais il y a énormément de pièces qui tombent en panne dans le char Abrams et il faut une logistique incroyable. Donc bah, les Ukrainiens, au lieu d'utiliser le char Abrams, ils le laissent au garage, tant cela pose problème. Je tiens à souligner que les chars Léopard 2 à 6, les chars allemands, eux, ne posent pas ce genre de problème. Ils ont des problèmes de logistique, mais au niveau du changement des pièces, mais les chars allemands ne tombaient pas aussi souvent en panne que les chars américains. Bref, ça c'était la petite aparté technique. Nous avons en plus le ministre de la Défense ukrainien, Umerov, qui a déclaré qu'il y avait 500 000 soldats russes en Ukraine. Attention, on parle de soldats. On ne parle pas de tous les militaires en incluant les logisticiens, les soldats, les médecins, etc., etc. Non, il parle de soldats combattants. Donc Umerov dit 500 000 soldats combattants et la Russie serait sur le point de lever 300 000 hommes supplémentaires. On parle toujours de soldats combattants. Donc panique complète au niveau de Kiev et c'est pour ça que Zelensky a poussé pour qu'il puisse utiliser les armes occidentales en Russie. Voilà. Alors concernant cette pression de Kiev qui est absolument terrible de la part de Zelensky, nous avons bah, les pays baltes qui ont dit pourquoi pas, on va y réfléchir sérieusement. On a la France, alors évidemment cas d'école la France, hein, fer de lance même. Alors la France qui dit oui, alors on envisage très très sérieusement et même ça y est, on a envisagé, on a décidé, on est bon pour envoyer des troupes sur place, des troupes instructeurs. Hein, c'est la fable qu'on nous dit à nous les peuples, quoi, le peuple français. Mais les peuples européens, c'est la fable qu'on leur donne, c'est-à-dire on va envoyer des instructeurs pour former 150 000 soldats ukrainiens, bien sûr. Donc le contrat a été signé pour la France entre Kiev et Paris, donc entre Zelensky et Macron. Maintenant, il ne manque plus que l'aval définitif et officiel de Macron, qu'il n'a pas encore donné. Je tiens quand même à le souligner. La Suède a dit c'est bon, bien entendu. La République tchèque, la Lituanie, l'Estonie, comme d'habitude, toujours les mêmes, eux sont pour. Aucun problème. La Pologne aussi. Bien que la Pologne, elle a dit d'accord pour des troupes sur place, mais d'accord pour que ça soit sur la table. On va étudier avec l'état-major. Donc étonnamment, les Polonais sont pas ultra chauds comme les Français. C'était à souligner. Et on a le cas américain. Alors, le cas américain, et là je ne vais pas parler des troupes sur place, puisque les Américains ont dit un non très ferme, définitif, il n'y aura pas de troupes américaines en Ukraine. Parlons des armes, c'est-à-dire attaquer la Russie avec des armes occidentales. Alors bien entendu, la France, les pays baltes, la Suède, toujours les mêmes, l'Estonie, la Pologne, la Lituanie, ils ont dit ouais, oui, oui, nous c'est bon, c'est bon. La France a dit c'est bon. La France a fait une conférence avec Olaf Scholz. Olaf Scholz a dit oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais Olaf Scholz ne se mouille pas vu qu'il ne veut pas donner de missiles Taurus. Donc au final, les Ukrainiens vont rien lancer d'allemand sur le sol russe. Donc Olaf Scholz ne se mouillait pas. Maintenant, au niveau des Britanniques et des Français, bah, les Britanniques, ils sont à fond pour envoyer des troupes sur place.
Et ils sont à fond pour envoyer des armes occidentales en Russie, dans le sens frapper avec des armes occidentales. Eux, ils sont bons. Macron vient de dire c'est bon. Mais, les États-Unis, là, il y a beaucoup de choses à dire sur les États-Unis. Alors, les États-Unis, au début, ils ont dit non. Ensuite, alors, à maintes reprises, hein. Ensuite, Anthony Blinken a fait une conférence, il a dit oh ben nous, on va laisser les Ukrainiens faire ce qu'ils veulent, c'est à eux de mener la guerre. C'était un petit peu un accord tacite des États-Unis pour leur dire qu'ils pouvaient frapper la Russie avec des armes occidentales, et plus précisément les attaques MS. Quand Blinken est retourné à Washington, il s'est fait taper sur les doigts. Biden a dit non, non et non. Donc il y a eu Jack Kirby, qui a donc le porte-parole du Pentagone, et lui il a dit non, 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 nous on n'accorde pas le droit aux Ukrainiens de tirer avec des armes américaines, attention, en Russie. Nous on n'accorde pas ce droit-là. Et puis il y a eu la petite conférence de Zelensky, qui a dit oui, alors moi je veux faire une conférence de paix en Suisse, et bon, ce serait bien que les États-Unis viennent, et ce serait bien aussi que les États-Unis soient cohérents avec eux-mêmes, parce qu'ils nous donnent plein de choses, mais ils sont pas très cohérents au niveau de la stratégie militaire. Il faudrait qu'ils soient plus clairs dans leur stratégie. Donc Zelensky qui fout un gros coup de pression sur Biden. Et au même moment, on a Vladimir Poutine qui fait une conférence et qui, lui, écoutant tout cela, c'est-à-dire que l'Occident enverrait des troupes en Ukraine, ou encore que l'Occident dirait d'accord pour que des missiles, par exemple occidentaux, attaquent le territoire russe, et bien en réponse à ces deux menaces, Vladimir Poutine avait dit que attention, attention, parce que il n'hésiterait pas à répondre, et que cela pourrait mener à un conflit mondial. Et ça, c'est Vladimir Poutine qui avertit tout le monde. Il faut s'en souvenir. Et comme par hasard, le lendemain de cette précision de Vladimir Poutine, Biden qui avait dit non, ensuite Blinken qui dit peut-être, oui, bon, ok, on va voir. Et là, après, retournement de situation pour les États-Unis, qu'on dit bon, ok, vous pouvez utiliser les armes américaines en Russie, mais pas les attaques MS. Alors déjà, rien que ce fait-là, ça sert un peu à rien. Pas les attaques MS, c'est uniquement pour défendre la ville de Kharkov. Alors ça limite énormément, énormément. Et que pour se défendre en plus, hein. Voilà. Donc pas d'attaque MS, uniquement pour défendre la ville de Kharkov. Ils ont le droit de taper la Russie, mais uniquement des dépôts de munitions, des cibles militaires bien, bien, bien définies, etc. Vraiment, en gros, c'est on t'accorde, bon, tirer avec quelques armes américaines, mais bon, vraiment, faudra nous consulter, faudra notre go, on va enquêter, etc. Bref, les États-Unis prennent énormément de pincettes, hein. Ils veulent vraiment pas d'escalade avec la Russie. Alors maintenant, je vous explique pourquoi ils veulent pas d'escalade avec la Russie. C'est qu'on vous le dira pas dans les médias, mais sur le site du Kremlin, des fois, Peskov lâche des petites infos comme ça. Donc on apprend, par exemple, que le chef de la CIA, donc William Burns, est en pourparlers permanent sur le sort de l'Ukraine avec son homologue russe. Tiens, tiens, tiens. Donc, bon, certes, il y a plusieurs mois de cela, cela avait déjà été dit publiquement. Alors bon, c'est pas un très gros secret non plus. Donc là, c'est juste pour vous dire que les discussions secrètes, entre guillemets, entre la CIA et l'équivalent russe est toujours en cours, quoi. Ils n'ont jamais cessé de parler entre eux, hein. Il n'y a pas de brisure diplomatique
à ce niveau-là. Donc en gros, ce qui confirme bien que le sort de l'Ukraine ne dépend pas des Ukrainiens, mais bien ni de l'Union européenne, mais bien des États-Unis et de la Russie. Voilà, secret de polichinelle entre nous. Donc tout ça fait que l'Occident est en panique. Et comme ils sont en panique, ils prennent des décisions toujours plus irresponsables, toujours plus irréfléchies. Donc on avait les sanctions qui ont eu un effet boomerang terrible. On a l'explosion des Nord Stream par les États-Unis pour détruire l'économie allemande, mais aussi l'économie européenne, bien évidemment, afin que l'Union européenne soit obligée de se retourner vers les États-Unis pour l'achat de gaz, de pétrole ou autre, hein, peu importe, j'ai envie de vous dire, et pour faire en sorte, comme c'est le cas surtout en Allemagne, que les États européens cherchent une énergie pas chère, donc déménagent leur industrie aux États-Unis. En Allemagne, l'élan est très très fort, et très inquiétant d'ailleurs. Donc l'Union européenne et les États-Unis lorgnent plus que fortement sur les 300 milliards d'avoirs russes, donc qui sont en Europe et aux États-Unis, mais principalement en Europe et principalement en Belgique en réalité, puisqu'il n'y a que 3 milliards de dollars aux États-Unis, et rien qu'en Belgique, il y a 200 milliards de dollars, 220 de mémoire. Donc c'est la Belgique surtout qui représente le gros. Donc ils veulent prendre cet argent, mais bon, c'est tellement du vol manifeste, c'est tellement illégal qu'ils se sont dit, bon, on va faire un vol manifeste et illégal, mais de moindre ampleur, ça devrait mieux passer. Donc ils se sont dit, on va voler les intérêts des avoirs russes, qui représentent en gros 2,7 milliards de dollars, hein, à peu près. Donc pas grand-chose, mais ils veulent au moins pouvoir voler ça. Donc ça a l'air bien parti, ça a l'air vraiment bien parti pour qu'ils volent au moins ça, mais bon, évidemment, ça reste totalement illégal. Donc ils cherchent des contournements, ils n'en trouveront pas, bien évidemment, et l'Arabie Saoudite et la Chine ont déjà menacé, hein. Donc ça les a pas mal calmés, mais bon, ils font une fuite en avant. Donc tout est possible avec eux, hein. Donc tout est possible, même les choses les plus folles, comme démarrer une troisième guerre mondiale par exemple. Parce que là on parle des attaques MS, bon ça y est, les Américains ont dit non à l'Ukraine, mais les Anglais ils n'ont pas dit non pour envoyer des Storm Shadow en Russie, et les Français n'ont pas dit non pour envoyer des scalps en Russie. Quand je dis envoyer, je parle de frappe, hein, bien sûr. Alors oseront-ils vraiment faire ça? C'est-à-dire, est-ce que les Français et les Anglais vont vraiment oser donner leur aval quant à une frappe de Storm Shadow ou de Scalp en Russie? Vont-ils vraiment oser? Parce que je vous rappelle que quand Tony Blinken a dit oui, bon, peut-être et tout, en attendant, les commandants ukrainiens sur place hurlaient de rage parce que les Américains leur disaient non, vous n'utilisez rien contre la Russie, le sol russe. Rien. Alors comme l'Union européenne et principalement la France et les Anglais sont des États esclaves des États-Unis plus que des États vassaux, eh bien, est-ce qu'ils vont quand même se dire, bon, bah, si les Américains ont pris cette décision, nous, on va peut-être quand même un petit peu faire pareil, malgré nos fanfaronnades et nos déclarations à l'emporte-pièce. Parce qu'il y a toujours le discours pour les peuples, comme je vous l'avais dit, la communication, la propagande, et ce qui se passe en réalité sur le front, sur le terrain, hein. C'est deux mondes différents, hein. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, cette vidéo est en trois parties. Vous avez les informations générales qui seront suivies de la conclusion et enfin la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Exceptionnellement, là, avant de démarrer les informations générales, je vais parler de deux mises à jour d'informations importantes. Comme j'ai eu des nouvelles intéressantes à dire, bah, je fais le suivi des mises à jour des informations que j'ai déjà dites. Là, c'est exceptionnel, ça m'a semblé important à dire.
Donc je vais faire ça avant de démarrer les informations générales. Voilà, commençons. Alors on va commencer la première mise à jour par une information que je vous avais donnée il y a plusieurs semaines de cela. C'était l'achat de l'Union européenne de 800 000 obus qui devaient être faits par la République tchèque, et ces 800 000 obus devaient être achetés au marché international. Donc on a eu des informations puisque ça patinait, on se demandait pourquoi ça patinait. Alors il faut savoir que dans l'Union européenne, qui chapeautait, supervisait et même achetait principalement ces 800 000 obus, c'était la France. La France s'est auto-désignée fer de lance concernant la livraison des obus à l'Ukraine concernant l'Union européenne. Il faut le savoir. Et celui qui s'en occupe particulièrement, c'est Thierry Breton. Alors, on va regarder un article de Business Insider, mais qu'il a lui-même repris du Financial Times, qui date du 30 mai. Que lit-on? Un important fournisseur de munitions de l'Ukraine affirme que des pièces de mauvaise qualité affectent la moitié des obus qu'il tente de livrer. Alors, pour information, je vous enlève le suspense tout de suite. C'est un secret défense, c'est-à-dire on ne sait pas qui donne des obus, on ne sait pas. Alors moi je vous avais donné mon opinion, je vous avais dit que ça pouvait être le Soudan ou l'Arabie Saoudite, car bon, je sais à peu près qui dans le monde avait de gros stocks d'obus et des stocks anciens. Je vous en avais longuement parlé quand je vous l'avais dit. Hein, je vous avais dit que le Soudan avait de vieux stocks et l'Arabie Saoudite avait des stocks qui datent de la première guerre d'Irak, c'est-à-dire des obus de 155 mm qui datent de 1991, qu'elle avait sous le coude au cas où l'Irak envahissait l'Arabie Saoudite. Donc évidemment c'était les Américains qui leur avaient vendu à l'Arabie Saoudite. Voilà, mais ce n'était que mon avis. Hein. Alors que lit-on? On va pas tout lire, l'article étant un peu long, juste ce qu'il y a de plus important. Un important fournisseur de munitions de l'Ukraine a décrit ses difficultés à obtenir des composants de qualité. Le PDG tchèque de la défense, Michel Strad, a déclaré au Financial Times que la flambée des prix et la mauvaise qualité rendaient la tâche difficile. L'Ukraine connaît une pénurie chronique de munitions. Le plus grand fournisseur de munitions d'Europe centrale a déclaré que des problèmes de qualité et de coût signifiaient que la moitié des obus qu'il approvisionnait en Ukraine ne pouvaient pas être envoyés directement dans le pays, selon le Financial Times. Chaque semaine, le prix augmente et il y a de gros problèmes avec les composants, a déclaré au journal Michal Strand, PDG du groupe tchécoslovaque CSG. Ce n'est pas une tâche facile, a-t-il ajouté. CSG, qui acquiert des munitions pour le compte du gouvernement tchèque pour l'Ukraine, a constaté que les fournitures importées d'Asie ou d'Afrique manquent souvent de composants ou nécessitent des travaux, rapporte le journal. En tant que tel, l'entreprise est obligée d'ajouter ses propres composants manquants, ce qui a ralenti la livraison. Voilà. Alors, moi j'ai un petit peu plus d'informations. Vous voyez déjà que c'est catastrophique. Hein. Et tiens, étonnamment, cela rejoint parfaitement les déclarations que je vous avais faites concernant le prix des obus. Je vous en ai parlé à maintes reprises dans les points sur l'Ukraine. Alors, je vous avais montré des articles pour vous donner les informations exactes avec le prix exact des obus. Et je vous avais dit que demander à l'international le prix des obus, vous vous rendez bien compte que les vendeurs se frottaient les mains d'avance. Ils voyaient des acheteurs arriver avec des milliards d'euros et sachant très bien qu'ils allaient acheter quel que soit le prix. Et donc, déjà que les prix au sein de l'Union européenne et aux États-Unis pour un obus est maintenant, au moment où je vous parle, entre 8 000 et 10 000 dollars au moment où je vous l'avais dit, c'est-à-dire il y a peut-être 2 mois, 1 mois ou quelque chose comme ça, je ne m'en souviens plus, je vous avais parlé que le prix officiel d'un obus fabriqué par nous était d'environ 8 000 dollars.
Maintenant, il serait passé à environ 10 000 $. Je parle pour les États-Unis et l'Europe, je ne parle pas pour le marché international. Comme les prix augmentent chaque semaine, eh bien, comme c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la République tchèque en gros qui le dit, eh bien là, aux dernières nouvelles, ce sera atteint des prix tout à fait exorbitants, prix que je ne connais pas. Je connais que les prix déclarés au sein de l'Union européenne et des États-Unis. Donc là, maintenant, au moment où je vous parle, hein, pas il y a 3 mois, hein, au moment où je vous parle, c'est entre 8 000 et 10 000 $, hein, maintenant la fabrication d'un obus au sein de l'Union européenne et aux États-Unis en réalité. En réalité. Vous voyez? Et évidemment, manque de main-d'œuvre, manque de techniciens spécialisés, etc. Donc là, moi, d'après les rapports que j'ai lus, rapports russes, vous allez me dire, mais d'après les rapports russes, l'Union européenne a été capable d'acheter sur les 800 000 voulus, l'Union européenne a pu dégoter 100 000 obus. Sur ces 100 000 obus, la moitié sont défectueux, ils doivent refaire 50% de ces obus sur les 100 000. Donc énormément de travail. Alors vous vous doutez bien que déjà l'Ukraine était en urgence. Là c'est panique à bord. Parce qu'il ne faut pas oublier que la munition la plus importante là sur le champ de bataille, ce ne sont pas les missiles, ce ne sont pas les balles, ce ne sont pas les roquettes, c'est les obus. C'est ce que dit l'Ukraine tout du moins, mais je suis d'accord avec ce constat aussi. Donc panique totale concernant les obus et la mauvaise nouvelle. Mais mauvaise nouvelle que je vous avais dit. Je vous avais dit à plusieurs reprises que pour stocker correctement les obus, ça doit être dans des conditions optimales. Et je vous avais montré plusieurs articles du Washington Post et du New York Times, comme quoi les obus européens et américains, et je parle des obus européens et américains, pas d'Asie ni d'Afrique, déjà posaient beaucoup de problèmes aux Ukrainiens, puisque quelquefois, l'obus explosait dans le canon, ou n'explosait pas du tout, ou il explosait en retard. Donc voilà, ça je vous avais déjà dit, ça a fait plusieurs morts côté ukrainien déjà, hein, et beaucoup de blessés. Donc déjà ils avaient des problèmes de qualité avec les munitions, les obus de 155 mm occidentaux, et là je dis bien occidentaux, parce que c'est des vieux qu'on leur avait donné. Voilà. Et les nouveaux, ils en ont tellement peu que ça compte même pas, hein, ou si peu. Parce qu'en fait, les Ukrainiens en ont tellement besoin que l'Occident ne suit pas pour la production d'obus. Mais ça, vous le savez déjà. Voilà, et allez, j'arrête là pour le coup des obus. La mise à jour a été faite. La deuxième mise à jour concerne la Géorgie. Alors vous allez me dire, rien à voir avec l'Ukraine, certes, mais la lecture de cet article va vous montrer, on va dire, l'état d'esprit de l'Occident, pour rester vague. Et vous allez voir que c'est typique, parce que vous allez comprendre qu'il y a une influence directe, là pour le coup, des États-Unis sur la Géorgie, qui est à l'image de ce qu'il se passe en Ukraine. Bon, dans d'autres pays aussi, comme la Moldavie, la Roumanie, etc. Mais là, en ce moment, les pays qui sont en train d'être manipulés de manière presque ostentatoire, c'est la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, bien évidemment. Donc là, je voulais vous faire ce petit clin d'œil. Alors là, c'est le Premier ministre géorgien qui dit, donc il déclare donc à l'AFP qu'un responsable européen a proféré une horrible menace. Alors vous allez me dire quelle est cette menace. Donc on va voir ça ensemble. Donc lui, c'est le Premier ministre géorgien. On va pas tout lire encore une fois, hein. Le Premier ministre géorgien a déclaré jeudi qu'un commissaire européen avait laissé entendre qu'il pourrait faire l'objet d'une tentative d'assassinat à cause d'une loi controversée. Alors cette loi controversée, c'est la loi qui a été votée définitivement en Géorgie, qui impose aux médias de déclarer qui finance ces médias-là quand cela dépasse les 20% de financement.
Alors, en gros, c'est une loi qui permet la transparence de savoir qui finance les médias géorgiens. Donc, normalement, tout le monde devrait être d'accord. Parce que, évidemment, aucun pays ne veut avoir une manipulation étrangère au sein de son pays. Donc, tout le monde devrait être d'accord avec cette loi de manière unanime. Or, ce n'est pas le cas en Géorgie. J'ai déjà fait une vidéo, je vous invite à voir la vidéo sur la Géorgie que j'ai faite récemment, afin que vous ayez tous les tenants et les aboutissants. Donc cette loi controversée, non, elle est controversée pour l'Occident. En réalité, pas pour la Géorgie. En réalité. Alors oui, il y a quelques milliers de manifestants qui ont tous le même petit drapeau européen, le même petit drapeau géorgien, voilà, à se demander où ils se les ont pris, où ils les ont pris, hein, des milliers de petits drapeaux comme ça que des milliers de manifestants ont. Bon, bref, tout ça, c'est la main de la CIA qui, je le rappelle pour ceux qui ne me suivent pas assidûment, je rappelle que la CIA essaye de contrôler la Géorgie depuis 1993, donc depuis très très longtemps. Voilà. Donc la Géorgie subit donc les tentatives de manipulation du National Endowment for Democracy et de l'Open Society de George Soros, comme bien d'autres États de l'Est hein, d'ailleurs, mais la Géorgie particulièrement. Donc voilà pourquoi ça fait autant d'esclandre en Occident et c'est pour ça qu'on en parle autant dans l'Occident. Parce que on veut faire un changement de gouvernement en Géorgie. Exactement comme ils l'ont fait avec succès en Roumanie, en Moldavie, en Pologne, etc. etc. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler. Donc là, que s'est-il passé? Le Premier ministre géorgien Irakli Kobakidze a déclaré que le commissaire anonyme européen lui avait dit d'être très prudent, citant la tentative d'assassinat de ce mois-ci contre le Premier ministre slovaque Robert Fico, qui a une tentative d'assassinat. Robert Fico est sorti de l'hôpital après y avoir après être resté 2 semaines. Là maintenant, Robert Fico se porte relativement bien. Donc il est définitivement tiré d'affaire. Il va donc avoir une santé restaurée. On est très content que cela se finisse ainsi. C'est un véritable miracle hein, ce qui s'est passé avec Fico. Donc tout en discutant de la législation comparée par les critiques à des lois de type russe. Alors là, ça me fait marrer la loi de type russe en Géorgie, puisque c'est effectivement les Russes ont fait une loi à peu près pareille, mais parce que la CIA finançait, et là à l'époque c'était la CIA qui finançait directement, il ne passait pas par des ONG comme maintenant, comme le National Endowment for Democracy et l'Open Society. Vladimir Poutine a dit stop, mais ça c'était il y a une quinzaine d'années en Russie. Mais il ne faut pas oublier que des lois de ce type, alors de mémoire, les États-Unis l'ont créé en 1936. Donc les États-Unis ont une loi pareille, mais qui est beaucoup plus dure. Parce que là, la Géorgie, c'est à partir de 20% qu'il faut déclarer qui finance le média. Aux États-Unis, il n'y a pas d'échelle. C'est dès qu'un quelqu'un finance un média, il doit déclarer qui finance ce média. Le média doit le déclarer. Donc les Américains, eux, c'est pas à partir de 20%, hein. C'est dès le premier pourcent. Voilà, donc la loi américaine est beaucoup plus dure. Et pourtant, on n'en parle pas de cette loi américaine. Bref, donc vous voyez, alors je tenais à vous montrer cet exemple-là, même si ça n'a pas de rapport direct avec l'Ukraine, parce que ça vous montre la facette réelle de l'Union européenne qui est une véritable mafia et agit comme une mafia. Vous voyez, le Premier ministre géorgien a quand même eu donc une menace de mort en lui disant hey, regardez ce qui est arrivé au Premier ministre slovaque. Hein, vous voyez ce qui lui est arrivé au Premier ministre slovaque, ça peut vous arriver à vous si vous continuez à vous accrocher à cette loi de financement des pays étrangers pour les médias locaux.
Eh bien, les Géorgiens ont quand même tenu et ils ont été jusqu'au bout. Ils ont entériné définitivement cette loi, malgré le veto de la présidente géorgienne, qui est une Française. Hein, je rappelle que la présidente de Géorgie est une Française qui a double nationalité. C'est pour vous dire hein, l'ingérence totale de l'Occident en Géorgie. C'est comme ça. Hein. Vous allez me dire, en Roumanie, c'est un Allemand. Hein. Mais bon, bref. Euh, bon, ingérence totale. Voilà, je vous ai montré ça. Ça vient de l'AFP. C'est pour vous montrer l'ingérence que fait la CIA dans les pays comme ça. Évidemment, avec l'aide de l'Union européenne, du MI6, si besoin. Mais ça vous montre une facette de l'Union européenne. C'est ce qui est en train de subir l'Ukraine, puissance 10, évidemment, en ce moment même. Là, maintenant, on va regarder une série d'articles qui vont vous montrer donc les agissements irresponsables de l'Union européenne pouvant éventuellement mener à une troisième guerre mondiale, du fait qu'ils paniquent. Ils paniquent parce qu'ils savent que la victoire russe est imminente, ou tout du moins inéluctable, et que la défaite ukrainienne est imminente et inéluctable aussi. Donc, alors, on va démarrer par un article assez drôle du Daily Telegraph, dont le titre a été modifié à 3 reprises car trop inquiétant. Donc là, le titre du Daily Telegraph, c'est l'Ukraine sait qu'elle est finie. Donc voilà, ça c'est le premier titre. L'Ukraine sait qu'elle est finie. Ensuite, ça a changé. Ils l'ont changé parce qu'ils l'ont trouvé trop dur. L'Ukraine sait maintenant qu'elle a juste quelques mois à survivre. Ensuite, ils l'ont à nouveau changé parce qu'ils se sont dit ah, c'est quand même dur comme titre. Alors, sans l'armement occidental, l'Ukraine peut avoir seulement que quelques mois à survivre. Voilà, ça c'est le dernier titre, donc ils l'ont modifié 3 fois. Donc en direct, hein, parce que là on parle de journaux, évidemment, Internet. Mais malheureusement, cela a été enregistré. Et là, c'est RT qui nous le dévoile. Bref, ça, c'est pour vous mettre dans l'ambiance. C'est pour vous dire que bon, bah, c'est fini et tout le monde le sait. Moi, je vous le dis depuis des mois et des mois. Maintenant, ça apparaît même dans le Daily Telegraph, quoi, des pro-ukrainiens à fond. Bref, passons maintenant aux agissements irresponsables. Alors, un des agissements totalement irresponsables, complètement ridicules, on le voit avec cet article de Reuters, le chancelier allemand soutient le projet de l'Union européenne d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer des armes en Ukraine. Donc ça c'est complètement fou comme décision qui pourrait avoir des conséquences extrêmement graves pour l'Union européenne. Alors moi personnellement je n'y crois pas, je pense qu'ils ne le feront jamais. Parce que, encore une fois, les conséquences sont beaucoup trop graves. L'Arabie Saoudite et la Chine a déjà averti qu'il y aurait de graves conséquences. Je ne crois pas qu'ils aillent jusqu'au bout dans ce projet complètement fou qui peut sonner le glas tout simplement de l'Union européenne. Donc c'est extrêmement grave. Donc là, ils penchent plutôt pour récupérer les intérêts des avoirs russes. Nous verrons. Ensuite, on a la Ukrainska Pravda, donc le grand journal ukrainien, qui nous dit le président estonien envisage d'envoyer des troupes en Ukraine. Kiev n'en voit pas encore la nécessité. Même Kiev dit hey, calmez-vous les Estoniens, là. On n'en est pas encore là. Donc, vous voyez, les Estoniens, eux, c'est des fous. Hein. C'est comme les Lituaniens, les Anglais, voire même les Français maintenant. Ici un article de Newsweek du 8 mai. La Lituanie est prête à envoyer des troupes en mission de formation en Ukraine. Bien évidemment, Lituanie fait partie du groupe des va-t-en-guerre bien connu. Là, on a un article du Monde du 28 mai qui nous dit discussion en cours entre l'Ukraine et la France pour l'envoi d'instructeurs militaires. À l'issue d'une réunion en visio entre les ministres de la Défense français et ukrainiens, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a remercié Paris de lui envoyer des formateurs.
avant d'assurer que le sujet était simplement débattu. Paris, de son côté, n'a pas démenti. Donc après, on a appris, parce que ça date du 28 mai, donc là on est le 1er, on a appris qu'effectivement tout était signé, tout était résolu concernant les détails techniques, la logistique, etc. Apparemment, il ne manque plus que l'aval de Macron. Et si jamais il donne son aval pour l'envoi de troupes en Ukraine, eh bien ça va être un geste totalement irresponsable aux conséquences potentiellement désastreuses. Là, on a le Figaro International du 2 mai qui nous disait l'envoi de troupes occidentales en Ukraine déclencherait la Troisième Guerre mondiale selon la diplomatie hongroise. Le ministre hongrois des Affaires étrangères s'est inquiété publiquement qu'Emmanuel Macron assume de nouveau la possibilité d'envoyer des troupes occidentales au sol en Ukraine. Et comme on l'a vu précédemment, tout cela est déjà ficelé, donc le ministre hongrois peut être fort inquiet, puisqu'il ne manque plus que l'aval de Macron, avec les conséquences voilà, qui sont dites ici, des conséquences absolument terribles, éventuellement. Maintenant, on passe aux armes occidentales qui pourraient frapper le territoire russe. Donc là, d'après DPA International, on a Macron favorable à laisser Kiev tirer sur des positions militaires en Russie. Alors ça, c'est position de la France. Ici, un article au 28 mai de DPA International. Le dirigeant tchèque soutient le droit de l'Ukraine de frapper des cibles en Russie. Donc, sans surprise, la République tchèque, l'Estonie, la Lituanie, l'Angleterre, la France, etc. Bon, tout ça, c'est le groupe des va-t-en-guerre, nulle surprise. Alors, voici un article de The Defense Post au 27 mai qui nous dit « La Suède autorise l'Ukraine à utiliser des armes suédoises pour frapper profondément en Russie. La Suède a autorisé l'Ukraine à utiliser les armes militaires qu'elle lui a données pour frapper profondément en Russie. Une décision audacieuse, considérée comme une tentative d'influencer d'autres pays pour qu'ils fassent de même. » Et oui, il y a 3 pays importants réticents qui ne veulent pas, c'est l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Donc évidemment, c'est ennuyant pour l'Union européenne. On verra si la Suède arrive à influencer ces autres pays. Nous verrons bien. Là, on a un article du Washington Post qui nous dit « Blinken ouvre la porte à des attaques avec des armes américaines plus profondément en Russie ». Après que le président Biden a déclaré que l'Ukraine pourrait utiliser les armes américaines données pour des frappes limitées sur des cibles en Russie, Berlin a rapidement emboîté le pas. Donc Berlin, mais il y a aussi la Suède, la Lituanie, l'Estonie. Bon, bref, vous connaissez déjà tout ça, je vous l'ai déjà dit. Alors attention, je le répète encore, je sais que je l'ai déjà dit en introduction, mais les frappes en Russie concernant les armes américaines sont très limitées. Et encore une fois, je le rappelle, là je ne vais pas vous lire tout l'article, c'est pour la défense de la ville de Kharkov uniquement. Donc c'est bon à préciser. Là, un article du Washington Post du 28 mai, le chef de l'OTAN, donc c'est Jens Stoltenberg, et ses alliés européens exhortent les États-Unis à laisser l'Ukraine frapper à l'intérieur de la Russie. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et un nombre croissant de dirigeants occidentaux exhortent Washington et ses alliés à abandonner les restrictions sur la manière dont l'Ukraine utilise les armes données. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit, là, bon, du chef de l'OTAN, mais c'est de l'Occident qui, dans sa panique, pousse toujours plus en avant l'état d'esprit belliciste, l'état d'esprit guerrier, car ils ne peuvent faire plus que cela maintenant, c'est-à-dire à faire une fuite en avant des gesticulations guerrières. Mais attention, dans leur désespérance, dans leur panique, ils pourraient passer le Rubicon et effectivement agir de manière irréversible. Et là, on atteindrait le point de non-retour. Là, je vais vous faire une mini conclusion avec les dires de Vladimir Poutine
concernant les armes à longue portée que les Ukrainiens pourraient utiliser pour frapper le territoire russe, on a DP International qui nous dit Poutine, les armes à longue portée destinées à Kiev peuvent avoir des conséquences pour l'Europe. Donc Poutine prévient. Le président russe Vladimir Poutine a menacé l'Europe de graves conséquences si l'Ukraine était autorisée à utiliser à l'avenir des armes de précision à longue portée fournies par l'Occident contre le territoire russe. Bon, en gros, parce que en réalité, on parle de quoi là? On parle des Storm Shadow, des Scalp et des attaques MS. C'est de ça dont on parle, bien sûr. Ces représentants de l'OTAN, surtout en Europe et surtout dans les petits pays, là il fait allusion aux pays baltes, devraient comprendre avec quoi ils jouent, a déclaré Poutine mardi à Tachkent, la capitale ouzbek, à la fin d'une visite d'État. Il a fait allusion à des contre-attaques militaires. Les petits pays en particulier ne doivent pas oublier que leur territoire n'est pas vaste et qu'il est également densément peuplé. Poutine, qui a déclenché la guerre d'agression russe contre l'Ukraine il y a plus de 2 ans, a accusé l'Occident de poursuivre l'escalade. Les systèmes d'armes modernes tels que le complexe de missiles Attack-MS ne sont pas contrôlés par des soldats ukrainiens, mais par des spécialistes hautement qualifiés de l'OTAN sur la base des données de reconnaissance par satellite, a affirmé le président russe. Oui, bon, de toute manière, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Olaf Scholz avait vendu la mèche quand il a subi une pression énorme des États-Unis et de l'Union européenne concernant l'envoi de Taurus. Il en a eu marre, pourrait-on dire, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on peut l'interpréter, vu que publiquement il avait dit que les systèmes de missiles britanniques étaient pilotés par des soldats britanniques et que les canons César étaient pilotés par des soldats français. Donc il avait déjà vendu la mèche, ça a été un scandale terrible quand il avait dit ça, mais c'était un secret de polichinelle, tout le monde savait cela. Bref, là, pour revenir à ces missiles longue portée concernant la Russie, Vladimir Poutine, là, est très clair. Il dit attention, attention, vous savez pas à quoi vous jouez là. Donc pourtant Vladimir Poutine, il essaye d'être le plus clair possible concernant l'Occident. Et oui, en effet, n'oublions pas les exercices nucléaires tactiques faits il y a peu de temps dans l'oblast de Belgorod, donc pas loin de la frontière russo-ukrainienne. Et en même temps les exercices nucléaires faits en Biélorussie par Loukachenko. Tout ça au même moment, de manière synchronisée. Et enfin, n'oublions pas, pour rester toujours, on va dire, dans les signes clairs donnés par Vladimir Poutine, il y a plusieurs mois, Vladimir Poutine avait dit que les missiles Sarmat étaient prêts à être utilisés. Voilà, donc c'est des signes que Vladimir Poutine est obligé de donner à l'Occident, puisque en Occident, il n'y a plus de diplomatie, ils ne comprennent que le rapport de force. Donc, il a donné des signes très clairs quand même. Alors, est-ce que l'Occident va les ignorer? Nous verrons bien. Alors là, on va voir une vidéo, un extrait de Zelensky qui se plaint qu'il n'a plus d'obus longue portée depuis plus d'1 an et demi. Il explique que la première année de la guerre, il en avait des obus longue portée. Maintenant, il n'en a plus. Alors, c'est la deuxième fois qu'il se plaint officiellement devant les caméras. La première fois, il y a plusieurs mois, je vous avais montré la vidéo où il se plaignait que les obus qu'il avait ne dépassaient pas les 20 km, contrairement aux obus russes qui vont plus loin. Alors, à l'époque, il y a quelques mois, je vous avais expliqué pourquoi il y a des obus qui vont pas plus loin de 20 km, concernant les obus de l'OTAN, parce que c'est de ça dont il se plaignait. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'obus, au bout d'un certain temps, la poudre s'évente quelque peu, et pour un peu que l'obus soit mal entreposé, avec une mauvaise humidité, une mauvaise température, il n'est plus aussi efficace que s'il était neuf. C'est logique. Alors, je vous avais expliqué tout ça. Donc là, il reparle à nouveau de ça, sauf que là, il est moins précis. Il dit juste qu'il a plus de l'obus longue portée. Contrairement aux Russes.
Alors voilà, donc on lui a donné à la première année de la guerre les meilleurs obus que l'on avait, donc nos meilleurs obus standards, et maintenant il n'a plus que les fonds de tiroir. Et voilà ce que ça donne. Donc là, il en reparle. Alors évidemment, tout s'accumule, hein. Tout est de plus en plus grave en Ukraine, bien sûr. Voyons voir ça. Нам виділяється, якщо ми беремо, наприклад, 155 артилерійський калібр, у нас немає Donc là, il prend l'exemple de 155 mm, donc on n'en a plus de longue portée de 155 mm. On en avait à la première année de la guerre, on n'en a plus. Bon, bref, à noter que c'est la deuxième fois qu'il se plaint du problème de portée des obus de l'OTAN. Là, vous avez vu quelques exemples des agissements totalement irresponsables et stupides de l'Occident qui poussent à l'escalade, bien évidemment à l'escalade vers un conflit mondial, une troisième guerre mondiale, éventuellement. Déjà, l'Occident a bien de la chance d'avoir en face un Vladimir Poutine qui est d'une patience extrême depuis 2014. Certains diraient beaucoup trop patient. Et quand je dis certains, je parle de certains Russes. Quelqu'un comme Medvedev n'aurait pas eu la patience de Poutine. Donc déjà, l'Occident peut s'avouer heureuse d'avoir un tel président russe qui se restreint beaucoup et qui n'a toujours pas perdu patience face aux fanfaronnades et rodomontades de l'Occident, en particulier des Britanniques, des Français, des pays baltes, etc. Donc on a bien de la chance. Et pourtant, malgré tout, l'Occident persiste et signe, continue dans l'escalade, est toujours plus agressif, veut franchir, même s'ils ne l'ont pas toujours fait, ces fameuses lignes rouges, parce que les lignes rouges existent malgré tout. Et ces lignes rouges, quelles sont-elles? Pour les plus connues, celles dont on parle en ce moment, il y a deux vraies lignes rouges. Il n'y a que maintenant que les médias en parlent, mais il y en a deux qui ont toujours été réelles et toujours normalement suivies depuis 1945. C'est-à-dire ne pas envoyer de troupes occidentales en Ukraine et ne pas utiliser des armes occidentales en Russie. Voilà. Donc frapper sur le sol russe, typiquement un missile ATACMS qui tomberait en Russie, par exemple. Et pour les troupes, ce serait envoyer des troupes françaises, américaines, britanniques, etc., peu importe, en Ukraine. Ça, ce sont deux véritables lignes rouges qui peut amener à un casus belli tout à fait légitime de la part de la Russie. Tous les autres faits que l'on nous a annoncés comme lignes rouges, envoyer des chars, des F-16, des canons César, etc., tout ça, ce n'était pas de vraies lignes rouges. C'est de l'escalade, mais pas de vraies lignes rouges. Ligne rouge veut dire que si on les franchit, on passe à un conflit majeur. C'est ça des lignes rouges. Voilà. Donc il fallait éclaircir ce point-là. Alors maintenant, comment cela va se terminer? Nul ne le sait. Et pourtant, Vladimir Poutine a quand même prévenu à maintes reprises et a montré des exercices militaires, d'abord avec le Sarmat, là dernièrement à la frontière russo-ukrainienne. La Biélorussie a fait la même chose pour bien montrer à l'Occident, attention, je me prépare, je ne bluffe pas, je ne dis pas n'importe quoi. Voilà, donc c'est pour bien faire comprendre à l'Occident que la Russie est très sérieuse et qu'elle peut répliquer et qu'elle répliquera si elle est poussée dans ses retranchements. Donc l'Occident a trop l'habitude de penser qu'elle est intouchable, invulnérable, invincible et qu'il est hors de question qu'un pays puisse attaquer l'OTAN. Donc ils sont tellement dans ce narratif-là
que cela a des conséquences sur leurs agissements. Des agissements, encore une fois, intrépides, irréfléchis, voire même stupides. Donc, en fait, à un tel degré que, je le répète à nouveau, est-ce voulu? Parce que c'est tellement extrême comme agissement, tellement irresponsable et qui peut amener à d'éventuelles répercussions si catastrophiques, et ils le savent, que c'est à se demander ce qui leur passe par la tête. Alors évidemment, moi, je vous ai déjà dit mon opinion à maintes reprises. Pour moi, ils suivent un agenda, c'est voulu. Et pourquoi ils font ça? Car tout ce qu'ils ont entrepris précédemment, les sanctions, le fait d'armer énormément l'Ukraine, de financer énormément l'Ukraine, que ça allait dissuader la Russie, voilà, tout cela a échoué. Ils sont en panique. Mais le problème, c'est qu'ils agissent vraiment comme quelqu'un en panique qui perd ses nerfs, qui perd tout contrôle. Il n'y a rien qui les restreint. Alors là, moi je pense qu'en fait, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'ils mènent à un conflit mondial, mais c'est assumé. Voilà. Et ils se disent que dans le chaos qui s'en suivra, eh bien ce sont eux qui s'en sortiront le mieux. Voilà. Ils ont un agenda à suivre, c'est l'agenda du nouvel ordre mondial, et ben, ils ont ordre de suivre cet agenda coûte que coûte. Voilà. C'est la seule explication cohérente, car de dire qu'ils sont tellement nuls, tellement incompétents, tellement stupides qu'ils font cela, au bout d'un moment, ça me paraît trop gros quand même. Bon, je veux bien qu'ils soient stupides, extrêmement incompétents, extrêmement ignorants, mais il y a des limites quand même. Là, on est au bord d'un conflit mondial. Donc le fait qu'ils ne cessent d'aller dans l'escalade montre quand même qu'on a des doutes sur le fait que ça soit simplement par pure incompétence ou mauvais calcul. Quand même. Alors étonnamment, dans cet Occident, on a un acteur majeur que sont les États-Unis qui semblent les plus raisonnables dans cette affaire. Mais ils semblent les plus raisonnables, mais quand même, le temps passant, ben, cette raison, ça me nuise au fur et à mesure que le temps passe. On l'a vu avec le Congrès, avec les 61 milliards de dollars qui finalement sont passés. Donc ça a changé la donne, il faut dire ce qui est. Et on a un Biden qui quand même cède sous la pression et autorise malgré tout l'utilisation d'armes occidentales, certes avec énormément de restrictions, là uniquement pour protéger Kharkov, mais quand même il cède. Donc faut pas oublier qu'il y a l'élection en novembre et que là l'État profond est dos au mur. Il doit faire tous les changements avant que Trump ne devienne président. Parce que ça, c'est leur crainte la plus énorme. Parce que si Trump devient président des États-Unis, l'État profond perd. Tous ces plans mûrement réfléchis depuis 2014, avec des centaines de milliards de dollars de dépenses qui auront été vaines. Donc tous ces efforts depuis 2014 en vain. Donc tout ça est inacceptable pour l'État profond. C'est pour ça qu'ils tentent le tout pour le tout. C'est un coup de poker. Donc après, là, ils sont en train de voir jusqu'où ils peuvent aller. Car bon, je suppose quand même, ce sont des êtres humains malgré tout, que s'ils voient que vraiment, cette fois, de manière certaine, il y a un conflit mondial, j'espère quand même qu'ils vont quand même faire un retour en arrière, ils vont faire une marche arrière et tout arrêter avant que le plus catastrophique arrive. C'est mon espérance, tout du moins. Je l'espère. Nous verrons bien. Et ce seront mes derniers mots. On va passer à la carte militaire. Voici la carte militaire. On va commencer par les informations générales qui concernent la zone sud.
Donc là, les Ukrainiens disent avoir envoyé des drones qui auraient touché ou détruit 2 radars transhorizon. C'est des radars qui sont dans cette zone-là et qui sont là pour détecter des missiles balistiques nucléaires venant d'Asie. Pourquoi les Ukrainiens ont choisi ces radars-là, je ne le sais pas, ça n'a aucun rapport avec la guerre en Ukraine, aucun. Donc moi, mon avis, c'est les États-Unis qui les ont détectés via des images satellites et qui, pour la com, ont donné les informations à l'Ukraine, comme d'habitude, hein, vous allez me dire, afin qu'ils fassent un coup de communication. Bon, voilà, on ne sait, c'est même pas confirmé si les radars ont été touchés. Moi, j'ai des rapports contradictoires. J'ai le gouverneur de Krasnodar qui dit qu'il a arrêté les drones avec les systèmes antiaériens. Bon, attendons de voir. De toute manière, même si ces radars sont détruits, ils n'ont aucune utilité pour la guerre en cours. Évidemment, ce sera ennuyant pour les Russes malgré tout, mais c'est même pas confirmé côté ukrainien qu'ils ont été détruits. Les Ukrainiens, par contre, affirment qu'ils ont été touchés. Nous verrons, le temps nous le dira. Il y a une volée de drones et de missiles ATACMS qui ont été interceptés ici, dans la mer d'Azov, par les systèmes antiaériens russes, bon là qui sont multicouches, donc il y a de fortes chances de toute manière qu'ils aient été arrêtés, sauf si les Ukrainiens envoient énormément de drones et de missiles ATACMS. Apparemment c'était pour endommager le pont de Kerch. Voilà, mais ils ont tous été arrêtés, bien sûr. Il y a tellement de défense antiaérienne ici que bah, cela ne m'étonne pas. Alors, j'aurais aimé savoir quel était le nombre de drones et d'attaques MS lancés. Je n'ai pas eu l'information de manière certaine. J'attends de voir, je vous le dirai à un prochain point sur l'Ukraine si vraiment j'arrive à avoir les informations. Alors sur le front, ben, les Ukrainiens sud, ils ont arrêté toute opération pour traverser le Dniepr. Ici, ça a été arrêté vu que bah, ça a été un fiasco la semaine dernière où ils n'ont même pas pu traverser le Dniepr. Ils se sont fait détruire, pas complètement, hein, puisque la grande partie des troupes ukrainiennes voyant qu'ils se faisaient détruire, ont immédiatement reculé, d'après les rapports russes, bien entendu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces attaques futiles qui n'ont absolument aucun intérêt et qui durent depuis 1 an et demi. Sur la région d'Orerov, la localité d'Orerov, rien, toujours rien de spécial. Il y a beaucoup de combats, hein, toujours beaucoup de combats, mais rien de spécial. Là, ici, les Russes ont avancé, donc ils ont pris vraiment la ville de Stromayorsk. Donc c'est pour ça que j'ai mis une épingle rouge. Une épingle rouge veut dire une avancée notable des Russes. Donc la semaine dernière, ils étaient là. Là, ils sont là. Donc avancée vraiment notable des Russes. On va le voir là sur la carte militaire. Les Russes ont pris plusieurs localités. Sur Ougledar, absolument rien n'a changé. Les Ukrainiens résistent toujours autant. Là, ici, beaucoup de combats, mais les Ukrainiens résistent énormément. Voilà, donc c'est pour dire que ici, ben, le gros des forces ukrainiennes sont ici, hein, c'est-à-dire, quand je dis ici, hein, c'est pour parler en gros, hein, c'est dans le centre est de l'Ukraine, c'est là que le gros des forces ukrainiennes sont, historiquement d'ailleurs. Le petit triangle que j'ai laissé parce que c'est on va dire, c'est un des gros buts des Russes. Alors c'est pour ça que j'ai mis un triangle et qu'il y a une flèche qui montre l'avancée russe. Alors attention, il n'y a eu aucune avancée russe ici sur ce front-là. C'est-à-dire le front d'Otcheletine. Là, sur Netailovie, il y a eu une grosse avancée russe. La semaine dernière, ils étaient là. Grosse avancée russe.
Donc évidemment, les Russes cherchent à atteindre la localité de Selidovier, qui est une localité importante, bien entendu. Alors Pokrovsk, j'en ai déjà parlé, inutile d'y revenir, rien de spécial. Là sur le front aussi, rien de spécial. Sur Tchassivial, grosse résistance ukrainienne, franchement qui me surprend. Parce que il y a 3 semaines, un mois, le commandant ukrainien de Tchassiviar avait dit que Tchassiviar tomberait. Bon, il n'avait pas dit quand, certes. Je pensais que Tchassiviar allait tomber là, et au final, Tchassiviar résiste vraiment. Alors c'est la même raison que je vous ai donnée la semaine dernière. Énormément de troupes ukrainiennes sont là. Euh, Tchassiviar, ça c'est le point le plus important du moment. C'est pas tous les autres, c'est celui-là le point le plus important, le gros verrou du moment. Je dis bien du moment. Il y en a d'autres des verrous importants, hein, par exemple Ougledar qui est un verrou énorme, mais c'est pas celui du moment parce que là il ne se passe plus rien depuis très longtemps. C'est là que ça se passe pour l'instant. C'est pour ça que j'ai mis un point rouge ici. Ça veut dire il y a des combats vraiment intenses. Donc Chassiviar, le verrou du moment, quand ça tombera, ça va être catastrophique pour l'Ukraine. Je vous rappelle que si ce verrou tombe, ben c'est l'avancée russe vers Kramatorsk et Slaviansk. Et là, ça en sera fini du côté est de l'Ukraine, dans toute cette zone centre, voire même du nord, parce qu'après, il y a un effet de synergie, il y a un effet tendance qui fait qu'après, bon, morale des troupes, évidemment, médias, tout ça va faire qu'après, il y a un effet domino. Kramatorsk, c'est le Graal depuis 2 ans des Russes, hein, faut pas l'oublier. Je vous le rappelle tout le temps. Donc c'était important à souligner. Là sur Sivelsk, où ça fait quelques semaines que ça bouge, les Russes avancent. Donc là, ils ont fait une avancée relativement importante. Donc la semaine dernière, c'était comme ça. Donc là, ils ont avancé de quelques kilomètres. Donc c'est vraiment important. Là, c'est des zones urbaines en plus. Donc, mais quand même, là, dans ce chaudron-là, bah, ça résiste énormément côté ukrainien. Les Ukrainiens, encore une fois, je vous le rappelle que c'est là où leurs forces sont les plus concentrées. Là où il y a une autre avancée russe importante, tout ça. Donc, sur Berestovier, donc les Russes ont fait une avancée de plus de 10 km, largement plus de 10 km même, et une avancée de quelques kilomètres ici. Donc c'est cette pointe. Vous voyez, bon, en fait, c'est un peu tout qui a avancé. Ils étaient là la semaine dernière. Donc là, de quelques kilomètres, donc une épingle rouge, je veux dire, les avancées notables russes. Donc les Russes ont pris quelques localités cette semaine. Sur le front nord, bon, j'ai rien noté. Alors le front extrême nord, hein, au-dessus de Kharkov, j'ai rien noté parce qu'il n'y a eu aucune avancée notable des Russes. Alors apparemment, les Russes donc, ont compris totalement le nord de Vovchansk. Vovchansk, c'est très important, évidemment. Et là, ils ont consolidé, donc ils ont pris un pied définitif sur tout la moitié nord de Vovchansk. Là, les Ukrainiens, aucune chance qu'ils reprennent ce qu'ont pris les Russes ici, parce qu'il y a un gros renforcement d'après les rapports russes que je lis. Alors, sur Lipsé, eh bien, les Russes n'ont pas vraiment avancé. Les forces ukrainiennes sont énormes à ce niveau-là. Il y a eu un renfort de 30 000 hommes qui a été envoyé récemment pour défendre Lipsié. Donc Lipsié, c'est ce dont parle Zelensky, hein. Donc Zelensky parle de Tchassiviar et de Lipsé. C'est pour vous dire que là, les deux localités dans l'extrême nord les plus importantes dont parlent les médias,
c'est Wolfschansk ici et Lipsier ici. Voilà, mais pas grand-chose à dire de neuf sur ce front-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire du 1er juin. Alors, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.